Alors, on va très rapidement aller parler maintenant de Jean-Yves Le Drian, ou plutôt de la grande famille Le Drian, qui se trouve aujourd'hui au cœur d'un grand scandale de corruption, de mensonges et de favoritisme en Afrique et au Moyen-Orient. Fabrice, pourquoi ne pas commencer par vous à ce niveau? Alors, on parle quand même d'une certaine mise à disposition du carnet d'adresse du père Le Drian, Jean-Yves, donc, à son fils Thomas, ce qui serait plutôt favorable à leurs intérêts personnels. Quelle lecture vous en faites? C'est la France-Afrique classique, il n'y a rien de nouveau. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, notez que le prénom du fils de Le Drian, c'est le même prénom que le fils de Monsieur Fabius, qui a eu le même poste. Il y a une certaine continuité, on va dire, dans la filouterie. Maintenant, ce qu'on dit, le fils n'est pas responsable des actions du père, mais dans le cas précis, là, c'est un héritage. Donc, c'est un héritage, une complicité et pas d'abus de biens sociaux, mais d'abus de biens de néocolonialisme. Donc c'est assez amusant tout cela. Il n'y a rien de particulier. La seule chose qu'il faut noter, c'est pourquoi maintenant, et pourquoi pas avant. Il y a plusieurs possibilités, puisque bon, ça vient de Jeune Afrique. Jeune Afrique, c'est un, bon, excusez-moi de l'expression, ça va peut-être choquer certains journalistes, mais c'est la réalité. C'est un torchon qui passe des articles sous commande. C'est du public reportage. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est encore pire que le monde. Donc, qui a payé pour que on tape sur Le Drian? Ah, on a payé parce que peut-être c'est d'un point de vue international ou peut-être tout simplement, des fois, on peut pas chercher très loin. C'est des gens à l'intérieur de l'ex-parti socialiste qui règlent leur compte puisqu'ils ont considéré qu'il avait trahi lorsqu'il est passé chez Macron. Vous savez, tout est possible. Mais maintenant, sur le fond, ça c'est la forme. Maintenant, sur le fond, de voir le fils d'un ministre qui vient et qui profite du carnet d'adresse, quelle différence entre un ancien président ou des anciens présidents qui font le tour, qui sont payés des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, de dollars pour faire des conférences afin de rencontrer les grands de ce monde qui utilisent le carnet d'adresse qui leur met à disposition. C'est classique. Que font les grands fonctionnaires français quand ils passent dans le privé? Eh ben, ils ont leur carnet d'adresse dans le public pour faire avancer les intérêts privés. C'est un classique international et une spécialité française aussi également de cette communauté internationale. Et donc, il n'y a rien de particulier pour moi, ce n'est pas un scandale, c'est malheureusement une réalité constante. Il n'y a que les naïfs ou ceux qui viennent juste de naître qui pourraient être choqués en apprenant qu'un ministre français ou un ministre de quelque pays que ce soit fait avancer ses intérêts privés. Par contre, moi qui suis breton comme Monsieur Le Drian, c'est pas un clan breton, il a parlé du frère. Quand on parle de frère, en France, dans certains milieux, vous avez compris de quoi on parle Les également francs-maçons. aujourd'hui. Donc on parle, alors il n'y a pas de complot franc-maçon, il faut arrêter, mais simplement c'est juste un réseau comme un autre qui permet d'avoir certaines alliances, certains intérêts. Mais évidemment, d'un point de vue moral, si tant est qu'il puisse y en avoir en politique, euh, ne plus servir l'État mais défendre ses simples intérêts, c'est pour moi simplement trahir le serment que l'on fait lorsque normalement on est ministre, c'est servir donc les intérêts de son État d'abord. Et beaucoup, et je terminerai là-dessus, beaucoup en fait utiliser leur carnet d'adresse après qu'ils soient sortis de leur poste avec leur carnet d'adresse ou par intermédiaire, donc leur fils. Mais là, c'est en même temps, mais c'est normal, c'est Macron, c'est la marque de la maison, c'est en même temps, allons-y, pourquoi se gêner, puisque de toute façon, on a tous les rouages, et puis tous les médias aujourd'hui, la plupart sont dans les mains des oligarques qui les ont portés au pouvoir. Alors, allons-y, aujourd'hui, ça sort parce que c'est une querelle interne, ça sort toujours lorsque un même clan, un même milieu, on va dire, oligarchique ou mafieux se dispute. Donc c'est généralement à partir de là qu'on a des informations. Donc à mon humble avis, c'est un règlement de compte interne, mais que ça choque les Français, je ne pense pas. Que ça puisse encore choquer en Afrique, malheureusement, c'est une tradition de la France-Afrique ou du néocolonialisme occidental. Fabrice Veilleur qui nous dit rien de surprenant, de toutes les façons, c'est une pratique dans les milieux politiques françaises. Merci à Fabrice. Alors, Gamal Abina, alors, mais c'est vrai que là, on va dire rien de surprenant, mais quand même, il s'agit de monsieur Jean-Yves Le Drian. C'est quand même un donneur de leçons internationales en ce qui concerne les autres personnalités africaines et même mondiales qui se retrouvent très souvent dans ce genre de pratique. Tout à fait. Alors, je vais faire une petite blagounette hein, pour le plaisir, parce qu'on a un breton sur le plateau. J'ai envie de dire, parce qu'il y a l'Express qui a titré, c'était le ministre de la mafia bretonne. Donc, c'est un peu méchant, c'est très réducteur, évidemment.
Alors, il y a une chose qu'il faut rappeler. D'abord, Le Drian, c'est un ancien ministre socialiste qui avait été à l'époque poursuivi pour l'affaire de financement en 92. Il a été relaxé. Bon, c'est une relaxe qui était faite à la faveur d'un gouvernement à qui ça profite. Ensuite, Le Drian, c'est aussi monsieur l'ancien ministre de la Défense sous Hollande qui négociait à l'époque avec les Émirats Arabes Unis des contrats faramineux d'armement. Et c'est aussi monsieur Le Drian qui arrive sous les affaires étrangères chez Macron, qui va négocier, par exemple, avec IBK pour les passeports biométriques. C'est quelqu'un, c'est une sorte de VRP, comme ça, de l'État français, qui s'est un peu planté sur l'affaire marin australien, mais qui est là pour défendre les intérêts de la France. Alors, en quoi c'est choquant? C'est pas ce qui m'étonne le plus, et c'est bien que Fabrice Béard l'ait rappelé, c'est le fait que Jeune Afrique, qui est un journal soumis au possible, moi j'appelle pas ça un journal parce que la propagande dedans est tellement évidente que ça en est presque à vomir, et je l'ai acheté, donc je parle d'un journal que j'ai lu trop longtemps. C'est vraiment, c'est même pas, c'est moins qu'un journal, c'est juste une forme de caisse de résonance des échos de propagandistes assez violents. Mais quoi qu'il en soit, que Jeune Afrique vienne dézinguer Le Drian, c'est qu'effectivement, il y a des règlements de compte en interne entre eux. Et le fait que les grands marchands d'armes internationaux soient à la manœuvre n'est pas une surprise. Encore une fois, Le Drian, qui est breton comme Bolloré, est un véritable homme d'affaires pour le coup. Il se comporte moins comme un commis d'État que comme un homme d'affaires. C'est un VRP de la vente d'armes. Et il s'est fait attraper la main dans le sac, et son fils, Thomas, c'est bien de le rappeler aussi, il a le même nom que le fils de Fabius, Thomas est quelqu'un qui s'est formé dans les écoles de commerce. Donc, ce n'est pas des gens qui sont désintéressés par les affaires. Il fait une école de commerce à Paris, puis il s'est fait attraper à Abu Dhabi à l'époque par rapport à une négociation où il n'aurait pas dû être présent. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une sorte de tambouille comme ça de famille qui ressemble aux affaires du PS, qui étaient très coutumiers de ce genre de choses. J'ai envie de dire que moi, je vois un peu Thomas Le Drian et Jean-Yves Le Drian comme Mitterrand père et fils, quand le fils de Mitterrand allait vendre des armes dans la région des Grands Lacs. Voilà, c'est un peu la même manœuvre. Donc on voit toujours cette espèce de mélange de genres un peu malsain. Mais en vérité, ça soulève une question très importante en termes de droit et en termes d'exercice du pouvoir. La France a décidé, sous De Gaulle, de créer l'ENA, de créer ce qu'on appelle les hauts fonctionnaires d'État, donc des professionnels de la politique qui sont en charge de gérer les affaires de l'État. Ce ne sont pas les hommes politiques, parce que les hommes politiques sont des gens qui sont élus. Ces hauts commis d'État, ces hauts fonctionnaires sont nommés. Ce ne sont donc pas des produits de la démocratie. Ce sont des produits du fait du prince. On nomme une personne à un poste, comme dans les ministères, par exemple, l'homme des ministres, soit par affinité, soit pour des raisons de proximité politique, ou soit simplement parce qu'ils viennent du milieu des affaires. On en voit beaucoup qui ont été nommés qui venaient du milieu des affaires. Un peu comme le phénomène Tapie à l'époque des années 80. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que ces gens, ces professionnels de la politique, ont un pied dans le monde politique sans conviction. Le Drian en est l'illustration, puisqu'il travaille son parti socialiste, et un pied dans le monde des affaires. Et le mélange des deux donne le sentiment qu'ils ne servent plus. Ce n'est plus des commis d'État. Ce sont des commis qui servent les intérêts privés. Donc, ce qui doit se poser comme question, c'est pas de savoir qu'il ait été pris la main dans le sac puisqu'il a été balancé. Ce qu'on doit se poser comme question, c'est est-ce que le système prétendument démocratique occidental et français en particulier répond aux attentes d'une population qui, normalement, devrait être la première à bénéficier d'une bonne gestion de l'État? La réponse, simplement, est dans ma question, c'est non. Niveau également. Alors, Mourad El-Khattab, alors là, on se trouve quand même dans une sorte, et peut-être on peut se tromper, hein, dans une sorte de BMA, de bien mal acquis. D'ailleurs, un sujet qui vous passionne, puisque vous êtes en train de commettre un ouvrage dans ce sens-là. Mais la justice française, tout récemment, elle a condamné le fils Obiang à 3 ans, je crois bien, de prison et puis à des condamnations financières également. Mais pourquoi c'est d'une même justice ne se saisit pas de l'affaire Le Drian, puisqu'il faut bien le rappeler, avant Jeune Afrique, le courrier diplomatique, dans sa parution du 26 mai 2021, lançait déjà l'alerte en ce qui concerne ces pratiques de Le Drian. D'abord, n'oubliez pas un détail qui est très important, c'est que la justice française, malheureusement, aujourd'hui, et j'en sais quelque chose, est, pour certains hauts magistrats, largement politisée. N'oubliez pas un détail, et je l'affirme pleinement, elle est raciste. N'oubliez pas l'article de Mediapart sous la plume de David Perrotin, où tout récemment, à la sortie de l'École nationale de magistrature, ont été épinglés un grand nombre de personnes qui sont depuis juges, comme ayant écrit les Arabes d'Ohar, la France aux Français. Et je ne vous fais pas état de ce qu'ils pensent des Africains. Donc, n'oubliez pas, hein, la réponse est simple, la justice française est raciste et politisée. Je parle
pour les gens, les magistrats en charge de certains de ces dossiers-là. Donc, ils n'ont pas vu le fils Obiang comme le fils d'un président, ils ont vu le fils Obiang comme un noir qu'il fallait exécuter politiquement. Et j'assume pleinement mes propos. Je les assume d'autant que la justice française est liée à des réseaux pédocriminels en France avec les services secrets où des enfants de parents musulmans ou africains sont violés et torturés. Et j'assume pleinement mes propos, des plaintes ont été déposées dans ce sens. Pour revenir à votre sujet, donc c'est pour ça, n'attendez rien de la justice française, pitié, pitié. Si je suis candidat à la magistrature suprême, la première décision que je prendrai, c'est de modifier l'ordonnance de 58 pour que les juges deviennent responsables pénalement et professionnellement de leurs actes. 80% des Français aujourd'hui estiment que les décisions de justice sont injustes. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement l'Afrique qui maudit cette justice française raciste et politique, c'est d'abord les Français. Pour revenir au sujet de Le Drian, parce que là, vous portez un point essentiel qui n'a pas été rappelé. Certes, Le Drian a été le ministre de la Défense durant tout le quinquennat de François Hollande, ce qu'a rappelé Gamal, et à l'époque, il passait pour un homme relativement sérieux par rapport à la compétence, je dirais, légendaire du gouvernement Hollande, dont les Français l'ont remercié. Il y a quelque chose de très important à savoir durant l'époque Hollande. C'est qu'en réalité, cette période a pris la suite du quinquennat Sarkozy, ce qu'avait dit dans une récente émission notre ami Luc Michel. Et c'est à l'époque Hollande que l'on a continué le vidage des meilleures compétences françaises au sein du Quai d'Orsay et de la DGSE. C'est extrêmement important. Ont été ciblés par ce gouvernement et le gouvernement précédent nos meilleurs éléments au sein de la DGSE et au sein du Quai d'Orsay. Et je m'explique. C'est-à-dire que ça a été la préparation de l'échec inéluctable de la France en Afrique. Mais ce n'est pas que de l'incompétence. C'est ce qu'on appelle de la subversion délibérée. Pour achever ce qui était déjà l'objectif de la décolonisation, c'est-à-dire piller toute la zone africaine qui était alors française, et face au monopole anglo-américain, c'est une bonne chose que cette zone, soi-disant, soit française, parce qu'il faudrait que les Africains, pour Emmanuel Macron et consorts, étudient sérieusement cette histoire. Mais c'est-à-dire que les monopoles anglo-américains ont voulu broyer la France pour piller sa zone d'influence. Pour cela, je vous renvoie, il suffit d'étudier ce qui s'est passé au Congo belge, devenu aujourd'hui RDC dans les années 1960. Mais depuis Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, la France organise elle-même le sabotage de ses anciens partenaires africains, en même temps que le sabotage de ses propres intérêts stratégiques. Tout ça est lié, et c'est ce qu'on doit rappeler à votre émission. C'est dans ce contexte que le ciblage de Le Drian a 2 degrés de lecture. On va oublier, Fabrice et Gamal ont très bien évoqué l'histoire de Jeune Afrique, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je vais évoquer 2 autres degrés de lecture. Il est tout à fait possible qu'il y ait eu de l'influence et des pots de vin, ça c'est sûr, et des journalistes d'investigation l'ont étayé, l'ont découvert, ok. Mais il y a un cas de népotisme qui est assez vraisemblable avec son fils Thomas Le Drian, qui le suit, on le sait, dans différentes missions officielles. Mais en vérité, ce n'est pas tant le népotisme ou le lobbying qui est vraiment le problème, car tous les pays, ils en font. Ce qu'a rappelé Fabrice. Et les Anglo-Américains font bien pire depuis bien longtemps. Hein. Le problème est que ce népotisme va dans un sens néfaste, c'est-à-dire contre les intérêts de la France, mais contre les intérêts de l'Afrique. Et la tendance globale est que la France est gangrénée aujourd'hui par des saboteurs qui sabotent tout notre partenariat avec l'Afrique. Et en ce sens, les choix de la France au Mali ressemblent un peu aux choix américains des guerres de l'ère Bush Junior et Obama, des guerres perpétuelles qui ne sont pas conçues pour trouver des solutions durables, et les véritables experts français aujourd'hui ne sont pas tendres pour les choix français. C'est pour ça que le ciblage de Le Drian peut s'analyser comme l'un des symptômes de la phase finale de la destruction de la France-Afrique par la France elle-même, pour le compte des intérêts qui veulent piller l'Afrique d'une façon bien plus impitoyable que ce qui a pu être reproché à la France-Afrique jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que la France a été poussée à des erreurs qui sont ensuite facilement dénoncées pour que la France soit remplacée en Afrique par ses soi-disant alliés. Voilà ce qui sous-tend l'article de Jeune Afrique. Et sur ce point, les Africains aujourd'hui peuvent facilement tomber dans le piège qui consiste à reprocher tout et son contraire, sans bien connaître l'intensité du pillage économique anglo-américain
qui remplace celui de la France-Afrique. Alors, je voudrais conclure en disant qu'on voit bien là la nervosité de la France actuelle à l'encontre de la Russie et de la Chine, alors que la Russie fait ce que la France devrait faire. Et c'est ce qu'a rappelé Gamal tout à l'heure. Parce que la France est en vérité, aujourd'hui malheureusement, pour nous Français d'abord, pour l'Afrique, en train de jouer un jeu traditionnellement anglo-américain en Afrique. Elle a complètement changé de fusil d'épaule. Et tout ceci pose bien des questions dérangeantes sur l'état de déliquescence de la France actuelle, bien plus que sur l'état de corruption du fils Le Drian. Tout ceci, Luc Michel, quelles sont les principales ou les grandes leçons à tirer de ces révélations sur Le Drian? Moi, je vais vous tirer justement les leçons parce que je ne crois pas dans cette affaire aux grandes explications. En tout cas, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que c'est le ministre qui, en ce moment, organise l'assaut contre Malabo sur le thème des biens mal acquis et qui protège les réseaux de Georges Soros qui tentent actuellement, sous prétexte des biens mal acquis, on a ouvert le dossier à Paris au mois d'avril, à arrêter contre le directeur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, de façon à faire mettre en banqueroute la livre libanaise. Ce sont ces gens-là, corrompus, pratiquant le népotisme, qui parlent de biens mal acquis. Le népotisme, il n'est pas né avec Le Drian. Il est né, comme l'a rappelé Gamal, avec François Mitterrand. François Mitterrand avait remplacé les Monsieur Afrique de la droite par son fils Jean-Christophe, qu'on surnommait en Afrique Papa Madi. Jean-Christophe, à la fin des années Mitterrand, il était lourdement condamné par la justice française. Tous les régimes français depuis Giscard d'Estaing ont trempé dans des affaires louches. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que la corruption ne vient pas du tiers-monde de l'Afrique ou de l'Orient vers le monde occidental, elle va du monde occidental vers ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. On en a un exemple en Belgique. Vous savez qu'en Belgique, nous avons ce que les journalistes appellent la France-Afrique à la belge. Ce sont les réseaux du Parti libéral. Eh bien, il y a un grand scandale de corruption depuis plusieurs années en Belgique qui concerne une république soviétique, le Kazakhstan, qui concerne la Suisse, qui concerne la Belgique et qui concerne la France, dans lequel on retrouve les réseaux de Nicolas Sarkozy. Cette corruption, cette réseau mafieux, ils sont allés l'importer en République démocratique du Congo. Ça, c'est la réalité. Dernière chose, qu'est-ce qui explique cette affaire? Moi, je crois que ce sont des règlements de compte internes à la présidentielle française. Il y a quelques jours, un observateur de la vie politique disait que la campagne présidentielle serait brève et extrêmement brutale. Les scénarios politiques qui avaient été esquissés il y a 6 mois par Macron ne marchent pas. Il essaye d'en imposer d'autres. Et dans ce cas-là, il faut en finir avec la gauche. Mais la gauche ne se laisse pas faire. N'oubliez pas qui est François Mitterrand. C'est le dirigeant des réseaux américains en France, la French American Foundation. C'est l'homme qui a présenté François Hollande à Obama et puis qui a trahi François Hollande pour présenter Macron et amener Macron au pouvoir. Il y a quelques jours, ce n'est pas un hasard, François Mitterrand a sorti un livre où sur 300 pages, il incendie la Macronie. Quelques jours après, vous voyez Jeune Afrique et Mediapart, qui sont 2 officines socialistes du temps de François Hollande et du Penel, qui est un barbouze de la plume, comme les gens de Jeune Afrique. Il avait ses entrées à l'Élysée. Eh bien, vous voyez les réseaux socialistes incendier Macron. Macron va perdre des plumes, évidemment, dans cette affaire. C'est l'homme le plus puissant de la Macronie. N'oubliez pas que ce n'est pas Macron qui contrôle Jean-Yves Le Drian, mais Jean-Yves Le Drian qui est le mentor de Macron, notamment en géopolitique. Voilà ce qu'il faut retenir de cette affaire. Toute la prétention de l'Occident d'être la démocratie avec un grand là, ce n'est pas vrai. Ce qu'on appelle la démocratie, c'est ce que les marxistes, avec raison, appelaient le parlementarisme, oligarchie, petit bourgeois. Ça représente des intérêts financiers, ça représente la corruption. C'est tout sauf la démocratie. L'homme d'ailleurs qui avait le plus porté le fer contre cette fausse démocratie,
C'était le Muammar Kadhafi du livre vert. Ça lui a coûté très cher. Sa démocratie directe, elle débordait la fausse démocratie occidentale sur son propre terrain. C'est une des raisons de la mort du guide libyen dont nous célébrons aujourd'hui les 10 ans. Luc, on reviendra d'ailleurs sur la Libye de Kadhafi tout à l'heure avec notre cher Mourad Al-Khattab. Pendant ce temps, on va prendre une courte transition et on revient vers vous, messieurs, pour développer chacun sa thématique. Bien sûr, c'est une tribune libre. L'actu géopolitique, et c'est avec Gamal Abina que nous commençons. Gamal, l'Algérie et la France, ça se corse un peu plus. Paris a appelé mercredi dernier au respect de sa souveraineté par Alger après que l'ambassadeur de l'Algérie en France eut incité la communauté algérienne à, je cite, constituer un levier de commande pour intervenir dans la vie politique française. Dites-nous-en un peu plus. C'est très surprenant de voir que ça irrite la France parce que il y a déjà d'autres pays du Maghreb qui exercent ce genre de manœuvre, qui est le Maroc. Le Maroc, avec son club Averroès, a promu des gens de la diaspora marocaine qui sont tous binationaux, parce que le Maroc interdit la mononationalité. Un Marocain qui entre au Maroc doit montrer une carte marocaine, ce qui est pas choquant de ce point de vue-là, mais ils ont un groupe qui a été destiné à former des élites, qui ont été majoritairement d'ailleurs recrutés par la Macronie. Donc ce club Averroès n'est pas tellement connu du grand public, c'est un club donc d'élite marocaine qui jouent la carte de la pression politique française ou de l'influence ou du lobbying simplement, comme le terme consacré par les Anglais. Donc quand les Algériens disent ça à la diaspora algérienne, ils disent aux Algériens, prenez votre destin en main, acceptez votre binationalité, mais exercez effectivement pleinement vos fonctions démocratiques, vos fonctions de droits et de devoirs de citoyens, à savoir vos devoirs de citoyens. Engagez-vous politiquement, faites-vous élire et faites en sorte que la politique française puisse avoir une certaine inflexion, du moins une certaine modération vis-à-vis de la politique algérienne. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ça choque les Français, c'est très surprenant, mais en vérité, c'est très excessif. Je comprends que ça les choque parce qu'évidemment, le poids des Algériens sur un plan numérique est de loin supérieur à celui des Marocains. On estime que les Algériens sont entre 3 et 5 millions d'individus en France, pas tous binationaux, mais tous attachés, farouchement attachés à leur pays d'origine. Ensuite, le second aspect de la chose, c'est qu'effectivement, on est dans une période un petit peu de transition, de tension extrême entre la France et l'Algérie, qui est une tension très surprenante dans la mesure où M. Macron, il faut toujours le rappeler, n'est pas un raciste, ça c'est indiscutable. M. Macron n'a pas de passé colonial ni de parents proches qui ont été impliqués quand même dans la colonisation, comme l'était François Hollande, fils d'un pro-OAS, ou encore Sarkozy, pareil, ou même Jacques Chirac qui avait fait son service militaire en Algérie dans l'Ouest. Non, M. Hollande n'est pas du tout un produit de cette Algérie française et de ce passé un peu crasse que la France a exercé en Algérie. M. Macron, excusez-moi, avait l'intention, et toujours l'intention depuis le début de sa mandature, d'améliorer la relation entre la France et l'Algérie pour des raisons économiques évidentes. Et il se trouve qu'il a fait beaucoup de gestes favorables. La reconnaissance du crime, du meurtre de Maurice Audin, par exemple, ce militant communiste qui avait été assassiné sous la torture d'ailleurs de l'armée française, la reconnaissance du meurtre de Ali Boumendjel, célèbre avocat algérien, dont le fils, d'ailleurs, je le rappelle, c'est une chose parce que je rends hommage à son fils, qui nous a quittés en 2014, était un ami personnel. Nous avions beaucoup milité ensemble par rapport à la reconnaissance du meurtre de son père. La restitution des 24 crânes des Algériens qui étaient exposés au musée de l'Homme à Paris, ce qui était assez malsain aussi. Beaucoup de choses comme celle-là. Puis de l'autre côté, M. Macron, dans un élan un petit peu peut-être certainement maîtrisé ou pas, on ne sait pas, s'est autorisé à dire devant des jeunes descendants de cette fameuse Algérie post-coloniale que les autorités algériennes utilisaient la rente mémorielle pour se maintenir au pouvoir et pour créer de la tension avec la France, comme si la rente mémorielle est une sorte de moyen extrêmement précieux pour que les Algériens puissent continuer à dire nous sommes responsables de rien, c'est les Français les responsables. Il y a aussi la question de la réduction des passeports, des visas de 50%, c'est la réduction du flux de travailleurs ou d'étudiants algériens à destination de la France qui a été mal pris par les Algériens. Il y a aussi le rapport entre la France et le Maroc avec le soutien de Sahara occidental. Bref, il y a une multiplication comme ça de tensions qui se sont fait jour. Et puis récemment encore, une semaine avant le 17 octobre, donc la commémoration du massacre des Algériens à Paris, M. Macron faisait ce dérapage et après vient se recueillir, et ça c'était assez extraordinaire, en faisant une minute de silence devant la scène. Donc c'est vrai que tout ça c'est du chaud et du froid, et c'est encore cette fameuse stratégie macronienne du fameux « en même temps », on dit une chose puis on dit son contraire,
qui a ulcéré les autorités algériennes. Donc là, on dit, puisque les Français ont tendance à faire de l'application en Algérie, de l'ingérence en Algérie, sur un plan politique, puisqu'ils jouent cette carte-là, nous allons demander à notre communauté, qui est très importante en France, de faire de même, de s'appliquer politiquement en France et en même temps d'investir en Algérie. Donc c'est ça la question qui se pose et c'est ce qui crée la tension entre les deux. Pour vous répondre simplement et très court, parce que je suis un peu long en général, ce qui crée la tension de ce pays, c'est quoi? C'est qu'effectivement, la guerre Algérie est un passé qui ne passe pas. Et tant que la France ne demandera pas pardon pour les crimes commis là-bas, tout comme pour le reste de l'Afrique d'ailleurs, il y aura toujours cette tension. Donc la rente mémorielle n'est pas entretenue par les Algériens, contrairement à ce qui est prétendu par M. Macron. Elle est entretenue par la France qui refuse de reconnaître ces crimes. Donc c'est ce qui pose problème et c'est ce qui fait qu'il y aura toujours ce goulet d'étranglement entre ces deux pays. Gamal Abina. Alors très rapidement, on va aller avec Fabrice Béor. Fabrice, nous avons appris ce lundi, ou plutôt lundi dernier, que la Russie mettait fin à ses relations avec l'OTAN sur fond d'espionnage. De quoi est-il question? Oui, ce conseil Russie-OTAN, il existe depuis un certain temps, depuis 1997-98. Il était fait pour rapprocher les pays donc, de l'OTAN et la Russie suite à la chute de l'URSS. Et qu'est-ce que nous avons... Il était même à cette époque-là, on entendait que la Russie allait rejoindre l'OTAN. Bon, déjà à l'époque, ça me faisait doucement sourire. Connaissant la géopolitique américaine, qui a quand même une certaine constance en ce domaine, au moins eux, ils ont une constance, ils savent où ils vont. Et depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, qui a, dès son arrivée, n'était pas anti-occidental, a même tendu la main en parlant de maison commune a créé donc de Vladivostok à Dublin en disant qu'il faut régler les problèmes de sécurité mais en commun et vous avez à cette époque-là encore un peu de l'industrie et nous avons les énergies, les matières premières, nous pouvons effectivement faire quelque chose ensemble pour que nos peuples puissent se développer. C'était la volonté première de Vladimir Poutine, mais face au refus des pays de l'OTAN qui étaient encore jusqu'à aujourd'hui toujours dans une logique de guerre froide, puisqu'ils ont toujours ce logiciel, ils ont la persuasion qu'ils ont gagné. Et quand ils ont gagné, évidemment, ils méprisent les gens qui ont perdu. Et ils ont méprisé la Russie pendant très longtemps. Et c'est parce que ces gens-là, même ces élites déjà, à cette époque-là, sont assez, on va dire, présomptueux de leur intelligence, mais ils les oublient aussi souvent qu'ils ont une culture très faible et surtout une culture historique. Et on n'insulte jamais, quel que soit un peuple, en particulier un peuple tel que le peuple russe, surtout de par l'histoire européenne et en particulier celle du XXe siècle. Et donc on a eu cette dégradation au fur et à mesure. Les paroles qui avaient été données évidemment à l'ancien président et feu président une honte pour les Russes, M. Yeltsin, et qui, l'OTAN ne devait pas se déployer donc, dans les ex-pays du bloc soviétique. Évidemment, ce qui n'a pas été tenu. Les Américains, déjà, ils ne respectent pas les accords qu'ils signent, alors les paroles qu'ils donnent, vous imaginez. Et donc, nous avons aujourd'hui cette situation où nous avons une frontière militaire entre l'OTAN et la Russie. Et là, dernièrement, depuis un certain temps, avec ce qui s'est passé, le coup d'État du Maïdan, donc financé par les Américains qui l'ont dit, ils avaient financé 5 milliards pour arriver à ce coup d'État du Maïdan, donc en Ukraine, pour prendre l'Ukraine afin de créer une zone de tension et de chaos qui justifie la continuité de l'OTAN et la présence de l'OTAN, donc des soldats américains sur leur première des colonies, qui est l'Union européenne, il faut le rappeler. Et donc, ils ont aujourd'hui continué avec ce qu'ils ont fait en 2008 avec ce qu'ils avaient fait déjà avant plutôt avec la Géorgie. Bon, c'est un contexte global de containment, puisque c'est la géopolitique américaine. On revient Carthage contre Rome, la terre contre la mer, le mercantilisme contre la civilisation. Et donc, aujourd'hui, les États-Unis, c'est une nouvelle thalassocratie et considéré dans la géopolitique américaine, c'est le cœur, c'est l'Eurasie qui contrôle le monde et le cœur de l'Eurasie, c'est la Russie, donc il faut le contenir. C'est pour ça qu'ils ont toujours cette politique agressive. Alors évidemment que la propagande y retourne et on a eu, et je reviens directement et je vais conclure sur votre question, on en arrive à la situation où la propagande russophobe a continué, évidemment a été alimentée par la Pologne et la Roumanie
que certains milieux néoconservateurs américains leur font miroiter une grande Pologne dans l'effondrement géopolitique qui s'annonce, et leur ont mis une grande Roumanie en oubliant que ces deux pays se disputent les mêmes territoires, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, nous avons une situation où on fait passer la Russie qui toujours réagit et jamais n'a commencé une agression quelconque, et on la fait passer pour l'agresseur, le classique, hein, le classique évidemment un peu comme vous savez pour la conquête de l'Ouest, les méchants Indiens qui attaquent les gentils colons, et donc ça justifie qu'on aille massacrer les tribus, femmes et enfants comprises. Donc, dans le cas précis, aujourd'hui, on a dit dans le cadre de ce conseil où il y avait l'OTAN avait déjà réduit de 30 à 20 les représentants militaires au sein de ce conseil, donc ils pouvaient avoir accès au sein de la partie civile, évidemment, de l'OTAN, où ils pouvaient donc discuter avec des contacts en direct. Et à un moment, ils leur ont dit, bah, vous êtes plus 20, mais vous êtes 10, et puis vous pouvez marcher que dans les couloirs avec là où il y a une ligne. Vous ne pouvez pas dépasser la ligne, c'est-à-dire que vous êtes des gentils chiens-chiens, et vous restez dans les couloirs, et puis surtout, voilà. Donc c'était une humiliation supplémentaire. Donc la Russie, aujourd'hui, surtout depuis 2014, aujourd'hui répond au franchissement de ligne rouge et aux humiliations. Et dans le cas précis, eh ben, ils ont dit, bon, puisque on va arrêter de faire semblant de discuter, puisqu'il n'y a pas de discussion, donc on rompt. À ce moment-là, on réagit. Alors en Occident, on a dit que c'était les Russes qui avaient quitté alors bon voilà, le truc classique. Alors c'est tout à fait l'inverse. Et la réaction a été quand même plus importante parce qu'ils ont dit de leur côté que la présence donc des représentants militaires de l'OTAN, ils devaient s'en aller, et que même la représentation donc de communication, qui est on va dire le service de presse, devait également partir à partir du 1er novembre, dans une semaine. Donc la réponse de la Russie, c'est clair, c'est on arrête de jouer, on n'a plus de relation entre nous, c'est terminé. Donc maintenant, l'OTAN, s'il a envie de discuter avec la Russie, il passe par l'ambassadeur russe à Bruxelles. C'est ça qui va arriver. Donc ça va un peu compliquer les choses. Mais pourquoi il y a ça? Parce que dans le discours de l'OTAN aujourd'hui, on reprend une rhétorique russophobe pour justifier encore la présence évidemment de l'OTAN en Europe, puisque imaginez les États-Unis sans l'OTAN, qui est l'outil de contrôle politico-militaire de l'impérialisme américain sur les pays européens. Sans cela, ils n'ont plus donc de présence ou d'influence aussi importante que cela en Europe. Peut-être qu'à ce moment-là, des élites moins accrochées aux États-Unis pourraient ressurgir et tendre la main, que la Russie tend toujours d'ailleurs aux autres pays européens, et trouver une forme d'entente ou de maison commune, comme a été proposé à Poutine en 2002, si je me souviens bien. Et donc, ce que ne veulent pas les États-Unis, puisque les États-Unis sans l'Europe, c'est une puissance régionale. Elle redevient une puissance régionale, surtout avec la montée de la Chine. Et on ne va pas parler du dollar, pyramide de Ponzi. Donc, je vais conclure. Cette actualité n'est pas une nouveauté, mais simplement la marque d'une politique russophobe constante et en augmentation de la part de l'OTAN, malgré la rhétorique de Biden et même celle de Trump. Ça n'a absolument rien changé. Sur le terrain, rien n'a changé. Au contraire, les missiles aujourd'hui qui sont présents en Pologne et en Roumanie contre la Russie, hein, parce que c'est contre les missiles nord-coréens, oui, en Europe, oui, il y a une logique. Et donc, c'est évidemment c'est un mensonge caractéristique. Donc aujourd'hui, la Russie a décidé de répondre. Ils arrêtent de jouer, ils coupent les ponts, ils mettent l'OTAN devant ses responsabilités. Telle est la politique de la Russie, puisque la Russie n'est pas anti-occidentale, elle est a-occidentale, tout simplement. Elle n'est pas occidentale. Moi qui suis européen, je ne suis pas occidental. C'est juste le cache-sexe de l'américanisation de l'Europe ou du monde, comme la mondialisation, c'est l'américanisation du monde en réalité. Donc ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres de l'affrontement entre l'OTAN et la Russie. L'OTAN, c'est les États-Unis. Merci Fabrice. Et l'OTAN, c'est la guerre. Rappelons, l'OTAN, c'est la guerre. Réponse du berger à la bergère, en tout cas, c'est ce que sert la Russie à ses amis de l'OTAN. Eh bien, on va y aller rapidement cette fois-ci, encore avec notre cher Morad El-Khattab. Morad El-Khattab, le 20 octobre 2011, le colonel Mohamed Kadhafi a été assassiné. Donc, 10 ans plus tard, on s'interroge quelle est la situation dans le pays, où en est la Libye aujourd'hui? La situation, vous en témoignez très régulièrement, elle est juste catastrophique, mais ça signe la fin des printemps arabes, hein, ce soi-disant miracle des printemps arabes
qui devait solutionner et apporter la démocratie, un vent de démocratie dans tous ces pays. Je suis content que vous rappeliez le mot assassinat, parce que c'est réellement un assassinat. Et je voudrais ajouter ce que disait Luc Michel, c'est pas seulement le fait que Kadhafi, idéologiquement, avait voulu cette démocratisation pour son peuple, mais c'est aussi sur le fait que c'est quelqu'un qui, pour l'Afrique, voulait désengager l'Afrique du franc CFA. Je tiens à vous rappeler que tous ceux qui se sont prêtés à cette thématique sont pratiquement tous morts assassinés. Mais moi, je vais vous dire, j'ai raconté cette histoire dans mon livre sur la Libye, longuement. L'histoire de l'imprévoyance stratégique française en matière pétrolière, l'imprévoyance qui a été la conséquence directe de l'influence britannique en France, j'ai presque envie de dire, c'est l'histoire du viol de la France par le pétrole britannique et par la corruption dès le début du XXe siècle. Rappelez-vous que l'assassinat du gouverneur Renard en fut une conséquence, mais aussi l'assassinat de Conrad Kilian, l'explorateur héroïque qui avait découvert les pétroles du Sahara, de la zone du Faïzen, et qui voulait s'en servir pour développer l'Afrique, pas uniquement parce que la France avait besoin de pétrole, mais parce que tout ceci pouvait créer une synergie. Et la même chose avait été comprise par le monde germanique. Il y a un livre là-dessus d'Anton Jiska, qui était franco-autrichien, qui s'appelle L'Afrique complément de l'Europe, et l'Eurafrique, conçue comme une grande zone de développement par vase communicant. Et c'est lorsqu'on comprend cet arrière-plan historique que l'on peut comprendre l'importance du détournement de la France depuis Nicolas Sarkozy à partir de 2007, et on en vient à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Nicolas Sarkozy qui parlait de ces guerres soi-disant pour la France, mais elles ont été faites contre la Libye, contre la Syrie, alors qu'il s'agissait des guerres contre les intérêts stratégiques français et contre ses alliés en Afrique. Tout ça, c'est du sabotage. Nicolas Sarkozy ne voulait pas pour la France, c'est parfaitement documenté, mais les Africains auraient grand tort de penser qu'au final, ce n'est pas si grave. C'est très grave. Parce que les intérêts qui remplacent la France en Afrique, c'est pour la piller 100 fois plus que tout ce qui a pu être reproché jusqu'à maintenant. C'est un sujet complexe. Je ne peux pas tout dire ici, mais ce serait un de mes prochains ouvrages. Comprenez que je m'étais intéressé par ordre des urgences les plus nécessaires au Moyen-Orient et à la Libye. Et il s'agissait des deux clés de l'équilibre que les mondialistes ont fait sauter sciemment, avec pour conséquence la soi-disant crise des migrants, en réalité organisée de façon tout à fait artificielle par les réseaux Soros. Rappelez-vous que les migrants n'est pas automoteur. Si on demande aux gens, si on leur donne les moyens, ils préfèrent être heureux chez eux que réfugiés ailleurs. Et regardez aujourd'hui ce qui se passe en Libye. Un des plus grands trafics humains dans le monde en termes de migrants se passe en Libye. Et le problème est global. Le vampirisme financier, internationaliste et les guerres illégitimes du mondialisme créent la destruction partout. Ils détruisent d'un côté pour déstabiliser de l'autre côté, jusqu'à réussir à tout détruire en même temps. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Occident, partout. Donc détruire intérieurement l'Occident tout en détruisant les solutions en Afrique, c'est l'exact inverse de la logique de coopération entre la réalité, de ce que devrait être la réalité entre la France et l'Afrique. Alors j'explique tout ça dans mon livre, aussi un autre ouvrage sur la destruction de la France-Afrique. J'en parle en filigrane dans mon livre sur les biens mal acquis. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler que ce qui s'est passé en Libye, c'est, à mon sens, quelque chose qui mérite vraiment une étude très poussée, parce que derrière toutes ces apparences, il y a des luttes stratégiques terribles, il y a des millions de morts à l'arrivée, des destructions d'États, surtout quand la France abandonne sa place, comme elle l'a fait en Libye. La Russie l'a compris aujourd'hui, la France l'a oublié. Et c'était la même chose à l'époque antérieure. La France ne se laissait pas faire. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est de la subversion de la France qu'il s'agit, et en même temps que du pillage de l'Afrique. Donc je dis qu'il y a un lien direct entre les deux sujets. On subvertit la France pour pouvoir piller l'Afrique, c'est-à-dire qu'on est en train de détourner toutes les sources de revenus, non pas en faveur des États, mais en faveur d'intérêts privés monopolistes qui ne savent que piller les États et se moquent des intérêts de leur peuple. Et c'est ça qui est, à mon sens, le plus important à comprendre. Cette expertise doit redevenir l'expertise de l'histoire des guerres économiques et du renseignement qu'il nous faut à présent comprendre. Et voilà, au final,
10 ans après la destruction de la Libye, eh ben, vous avez un chassé-croisé, de l'espoir, un espoir nouveau pour la Libye et le Moyen-Orient, mais un risque de guerre civile et une volonté de destruction de ce qu'il reste, avec des risques de nouveaux génocides à la clé. Et je pense que, et vous faites bien de l'évoquer assez régulièrement, il est vital de s'intéresser à la Libye, car elle est une porte importante pour l'Afrique et pour la zone euro-méditerranéenne. Morad El-Khattab, et bien sûr, nous refermons l'actu géopolitique avec notre cher Luc Michel. Alors, Luc Michel, et si je vous dis Colin Powell? Criminel de guerre qui vient de mourir, et si il existe quelque chose qui est devant ces crimes. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Pendant les 2 dernières décennies du XXe siècle, la géopolitique américaine, c'est une géopolitique réaliste, ce qu'on appelle de la real politique. Ce sont des gens comme Kissinger ou Brzezinski. Mais avec Bush 2, arrivent au pouvoir les néoconservateurs. Eux, ce sont des idéologues, ce sont des gens qui viennent de l'extrême gauche, et ils ont une théorie politique. Ils pensent qu'ils vont démocratiser le monde, en particulier le Proche-Orient, qu'en Libye, en Irak, en Syrie, ils vont imposer des démocraties occidentales. Ils ont autour d'eux des collabos, des gens réfugiés aux Américains, aux États-Unis, qui leur font croire que le peuple est en train d'attendre les Américains pour être libérés. Aujourd'hui, on a le même phénomène. En Guinée équatoriale, les voyous de la Corrète et des groupuscules en Espagne, ils font croire la même chose. Ils font croire qu'ils vont participer aux élections et que le peuple équato-guinéen les attend. Ce n'est pas la vérité. Ils ont donc besoin de déclencher des guerres d'agression pour renverser les régimes. Ils ont à l'époque 3 cibles. L'Afghanistan, c'est le hasard du 11 septembre, mais ils visent Bagdad, Damas et Tripoli. Tout d'abord, c'est le tour de Bagdad, et Colin Powell va mentir en direct au Conseil de sécurité. Il va inventer l'histoire des armes de destruction massive. Il faut savoir que les programmes de Saddam Hussein, ils ont été démantelés lors de la première guerre du Golfe, dans les années 1991-1984. Il n'y a plus d'armes de destruction massive. Colin Powell va faire du show, et puis il va amener à l'ONU de la propagande. On va voir cette fille qui explique qu'au les soldats irakiens tuent les bébés dans les couveuses des hôpitaux. En réalité, l'infirmière qui parle à la TV en bronzovision, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït aux États-Unis. Deuxième phase, lorsque l'Irak est détruit. Deuxième phase, l'Irak, tout d'abord, n'avait aucune chance. La disproportion des forces était trop grande. Deuxième phase, la cible, c'est la Libye. Kadhafi, il achète la paix, il reconnaît des dossiers de terrorisme dans lesquels il n'a pas de responsabilité. Il dépense beaucoup d'argent et il ouvre une période de 8 années de coexistence pacifique. La coexistence pacifique entre la Libye et les Occidentaux, elle va se terminer comme la coexistence pacifique entre les Occidentaux et l'Union soviétique dans les années 80, par la destruction de la Libye, comme l'Union soviétique avait été détruite. Troisième cible, c'est la Syrie. Dès 2005, on attaque le Liban. À ce moment-là, l'armée syrienne est présente au Liban, dont elle assure la sécurité. Les Américains déclenchent une révolution de couleur. Le Premier ministre Hariri, pro-saoudien, pro-français, est assassiné. On dit que ce sont les Assad. En réalité, tous les ça croient que c'était le Mossad israélien. Les Syriens doivent quitter le Liban, qui depuis est en état en faillite et fragilisé. Et puis, on oublie cette volonté jusqu'au moment où Obama arrive au pouvoir en 2009. C'est de nouveau les néoconservateurs, Hillary Clinton notamment, qui est ministre des Affaires étrangères, ils remettent au point les projets de Bush 2. Ça va s'appeler le printemps arabe et puis le printemps africain. Nous sommes toujours dans ce cycle géopolitique
qui a détruit des dizaines de pays au Proche-Orient, en Afrique, etc. Les deux principales victimes du printemps arabe, c'est la Syrie et le Yémen. Ce sont deux guerres qui ne sont pas terminées depuis 10 ans. Les deux principales victimes des néoconservateurs de Bush II, c'est l'Afghanistan et c'est l'Irak. La guerre là-bas n'est pas terminée depuis presque 20 ans. Les Américains sont des criminels et des assassins. Et au milieu de ceux-ci, il y a un criminel de guerre sans excuse, c'est Colin Powell. Donc, un retour dans l'histoire du grand mensonge qui a conduit à la perte de vie de milliers d'hommes sur la Terre. Et là, c'est aussi ça, la grande bataille géopolitique. Messieurs, ailleurs on dit face à face. Sur Afrique Média, on dit c'est le duel. Générique et on y va. Le duel oppose pour la fin de cette émission en 6 minutes, bien sûr, 3 minutes chacun. Fabrice Beyor à Gamal Abina. Avec une question pour deux. La Turquie est-elle toujours l'allié des États-Unis? Fabrice Beyor, le chrono et la parole est à vous. Il faut tout simplement se dire quand même que si on a deux interventions, je vais résumer la première très rapidement. Le projet fondamental d'Erdogan, c'est le néo-ottomanisme. Et donc, c'est possible simplement s'il y a une modification des frontières dans la région, ce qui correspond tout à fait au plan américain de remodelage du Proche-Orient, même s'ils l'ont plus ou moins abandonné, ils l'ont sous-traité aujourd'hui à Erdogan. Le deuxième point, c'est que ce qui valide la théorie, l'idéologie, on va dire, de l'action d'Erdogan, tout du moins aujourd'hui, c'est aussi le pantouranisme. Mais le pantouranisme, ça se dispute, on va dire, les pays d'Asie centrale avec le néo-eurasisme qui est la base aujourd'hui de l'idéologie, de la stratégie géopolitique russe. Je rappellerai que le pantouranisme, c'est rassembler tous les peuples turcophones dans un ensemble géopolitique commun. C'est en confrontation directe avec ce qui se passe aujourd'hui à Moscou. Rappelons qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ils ont essayé, avec Enver Pacha, ils sont même intervenus dans l'Empire russe, donc à ce moment-là en pleine guerre civile, et ils ont échoué. Il est même mort d'ailleurs pour cela. Le troisième point, c'est que pour moi, Erdogan, il roule pour Washington. Pourquoi? En Syrie, il est présent parce que sans Erdogan, il n'y aurait pas d'intervention et de parasitisme aujourd'hui de l'armée américaine. En Libye, c'est lui qui a amené parlons des pétroliers. Est-ce qu'on va l'Azerbaïdjan a si ce n'est de la politique à l'est de l'OTAN. D'ailleurs, les a trompés puisque œuvre à l'Azerbaïdjan depuis de l'armée turque. Conseiller militaire, faut-il dire en passant. Quatrième point, et je vais terminer, c'est Fabrice, une seconde, il y a une baisse de régime avec votre côté, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vers Gamal? D'accord, on verra tout à l'heure, on reviendra vers Fabrice, puisque la liaison est un peu interrompue avec Fabrice Beyor. Gamal, c'est à vous. On essaie de répondre à la question. La Turquie est-elle toujours l'allié des États-Unis? Tout ce qu'a dit Fabrice Beyor, sur le plan historique, il a raison. Il y a pas mal de points évoqués maintenant. Il y a quand même un changement de donne. La Turquie rejoint l'OTAN en 1952 pour des raisons stratégiques, ne veut pas tomber dans le communisme et que, évidemment, l'ogre russe faisait peur. Le néo-ottomanisme est un phénomène nouveau qui est effectivement l'émanation du courant islamique turc qu'on appellera frères musulmans pour faire simple. Donc ça commence en 1997 avec Erbakan qui subira un coup d'État militaire et ça se poursuit 5 ans plus tard avec l'arrivée de monsieur donc Erdogan au pouvoir. Donc quand il arrive au pouvoir, il a deux agendas. Il a un agenda personnel qui est un agenda effectivement extrêmement orienté pro-turc et très
ottomanisme. Alors l'ottomanisme, c'est pas une question ethnico-raciale, parce que ça reste plutôt à tout ce qui est peuple de langue turque, mais c'est surtout l'idée de se dire que nous étions un empire ottoman puissant, nous avons perdu notre puissance au début du siècle dernier, et j'ai l'intention, avec ma puissance économique et mon influence politique, de montrer que je suis un modèle et qu'on doit récupérer notre zone d'influence, qui était essentiellement l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie et du sud de la Russie. Donc ça, ce sont des réalités sur un plan géostratégique. Ensuite, Erdogan est en rupture actuellement assez violente, on voit récemment le départ d'ambassadeur, avec ses alliés de l'OTAN. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont concouru à ça. En 2003, Erdogan refuse que les États-Unis utilisent ses bases en Irak. C'est un geste très fort, parce qu'il considère que la guerre d'Irak est une faute de la part des Américains. Ensuite, les Américains, pour lui rendre l'appareil, soutiennent le PKK, l'YPG, et tout un tas de courants plutôt proches des séparatistes kurdes, ce qui a une prodigieuse tendance à énerver Erdogan. Par la suite, il y a aussi l'histoire de la reconnaissance par la France, et puis ensuite, aux États-Unis en 2007, Nancy Pelosi en parle, du génocide du génocide des Arméniens en Turquie. Ça, c'est très mal vécu. Et puis, dernièrement encore, l'affaire de la tentative d'assassinat qui a radicalisé les positions d'Erdogan. Alors, évidemment, Erdogan est un membre de l'OTAN, mais pas seulement. C'est aussi et surtout quelqu'un qui a une ambition personnelle très forte. Avec l'attaque de l'économie turque par les États-Unis, qui ont bloqué le fer turc à l'entrée des États-Unis, il y a de véritables problématiques internes qui font que Erdogan commence à se radicaliser. Donc, c'est un allié sur un plan circonstanciel, mais c'est de moins en moins un allié des Occidentaux parce qu'il commence à s'affirmer en tant qu'empereur, entre guillemets, nouvel empereur d'une idéologie turque qui serait pan-germanique, plutôt pan-islamique. Qui nous fait grâce de quelques secondes, pourquoi pas. On va occuper ces secondes-là pour permettre à Fabrice, qui a eu un problème de connexion tout à l'heure, de s'exprimer. Fabrice Béor, on vous retourne la parole. Très bien. Fabrice, c'est à vous. Ah, je vous entends, oui. Voilà, allez-y. J'ai pas entendu l'intervention précédente, vous voyez. Alors, il s'agissait pour nous d'avoir votre point de vue sur la question. La Turquie est-elle toujours l'allié des États-Unis? Et on a écouté votre challenger tout à l'heure, Gamal Abina. Allez-y, vous avez la parole. Le chrono, il est parti. Moi, je pense que je crois connaître la position, comme vous dites, de mon challenger. Oui. Mais moi, je ne crois pas à la géopolitique de l'émotion. Erdogan, c'est quelqu'un qui fait des coups de poker, c'est un opportuniste. Et c'est pas sérieux d'analyser cela vis-à-vis de ses comportements. Il fait de la politique internationale, mais il n'a pas fait un changement à 180 degrés de géopolitique. Je vais résumer et terminer. Erdogan, c'est un projet néo-ottoman, c'est-à-dire retrouver l'influence de l'Empire ottoman sur les pays en question. Ça veut dire un remodelage des frontières. C'est tout à fait le plan américain. Deuxièmement, c'est un pantouranisme, c'est-à-dire qu'il veut rassembler les peuples de langue turcophone dans un ensemble géopolitique. C'est l'Asie centrale. L'Asie centrale fait partie du néo-eurasisme qui est la base de l'action géopolitique aujourd'hui de la Russie. Donc c'est un affrontement direct vis-à-vis de la Russie. Encore une fois, il fait le jeu des Américains. Il roule pour Washington, en Syrie, intervention turque, en Libye, en Méditerranée, les champs gaziers, au profit d'ailleurs d'entreprises multinationales américaines, en Azerbaïdjan, on l'a bien vu dernièrement. Et puis s'il était vraiment si autant américain que cela et qu'il avait changé de géopolitique et qu'il voulait mettre les Américains dehors de la région, il fermerait la base tout simplement d'Incirlik, qui sans cette base, les Américains aujourd'hui ne pourraient pas intervenir tout à fait au Proche-Orient. Pour moi, Erdogan, c'est un opportuniste et les USA se servent d'Erdogan pour remplacer les Français en Afrique. Ils remplacent la Turquie, au Niger, au Mali. À chaque fois que la France s'en va, qu'avons-nous à la place et qui arrive discrètement, c'est Erdogan avec ses militaires turcs, avec des accords militaires. C'est une erreur que les Africains font de penser naïvement que derrière le discours électoraux d'Erdogan, il y a une réalité et il y a des accords gagnants-gagnants possibles. C'est le cheval de Troie de l'OTAN en Afrique. Il faut bien s'en rendre compte. Il faut bien le voir d'ailleurs parce que les Français, ils sont simplement aujourd'hui utilisés avec les Américains en mer Rouge, mais partout ailleurs, ils sont foutus dehors, ils ont perdu la guerre au Sahel et ils sont remplacés par les Turcs qui arrivent tout de suite après quand les Russes arrivent.
il n'y a pas de hasard, allons dire, dans le calendrier. Donc, pour simplement conclure sur la question, je dirais que aujourd'hui, nous avons une rivalité américaine avec la France sur beaucoup d'énergie. C'est pour ça que les Américains, après avoir fait de la France le shérif de l'Afrique, aujourd'hui sont en train de l'exclure et la remplacent par la Turquie, qui, je le rappelle, est la deuxième armée de l'OTAN. Et bien qu'il y ait eu des frictions qui sont dues, entre autres, au caractère de M. Erdogan, mais M. Erdogan est un joueur de poker, il n'a pas changé d'alliance géopolitique. Si tant est qu'il aurait voulu le faire, il serait parti en dehors de l'OTAN. Erdogan, c'est le cheval de Troie de l'OTAN et des Américains en Afrique, au Proche-Orient et même au sein d'ailleurs de l'Europe. Voilà. Fabrice, donc votre position elle est claire pour vous, il n'y a pas de changement. Erdogan reste le cheval de Troie de l'OTAN dans la région. Et bien sûr, il y avait 30 secondes qui restaient pour Gamal Abina. On y retourne, Gamal? Très bien. Donc non, là, je ne suis pas d'accord avec le cheval de Troie de l'OTAN. Je pense qu'Erdogan est un homme politique. Effectivement, il fait de la politique. Son intérêt principal, c'est la Turquie. S'il était surtout intéressé par les peuples de langue turque, il se serait intéressé au sort des Ouïghours, qui sont aussi d'origine turque, il faut le rappeler. Il ne parle pas des Ouïghours parce qu'il fait la politique, il sait ce que sont les Chinois. Erdogan, lorsqu'il va en Afrique, travaille pour Erdogan, travaille pour la Turquie. Pour la base militaire américaine, par exemple, il leur a interdit l'utilisation en 2003, et c'est vrai qu'Erdogan, quand il y a eu le démarrage de ce qu'on appelait les printemps arabes, est intervenu en Syrie, en Libye, c'est vrai qu'il a poussé ses cartes en Égypte, et il y a perdu des alliés. Il est mort, s'il se fait assassiner par les pouvoirs pro-américains, qui est une perte pour Erdogan. En vérité, Erdogan, qui fait la politique, est dans l'OTAN parce que ça l'arrange quelque part. Il utilise l'OTAN d'une certaine mesure. Et de l'autre côté... Allez, merci. On va essayer d'être juste et équitable dans le cadre de cette émission. Merci en tout cas, messieurs. Alors, la réalisation me fait des grands signes. Je n'ai pas bien suivi. D'accord. Alors, on me dit que nos invités ont certainement à dire. Et donc, un dernier tour, pourquoi pas? Un dernier tour de... Voilà. OK. Allez, Gamal, vous poursuivez donc. Et ensuite, on va enchaîner. Erdogan comprend les rapports de force. C'est quelqu'un qui est stratège. Alors, il y a d'un côté l'agenda personnel, il y a d'un côté l'Amérique qui quand même fait des sanctions lourdes contre la Syrie turque, qui a coulé la monnaie littéralement, elle est divisée par 10, la monnaie turque. Ça fait 4-5 ans maintenant, depuis la tentative d'assassinat par ce qu'on a appelé le groupe de Gulen, mais ce n'est pas un Gulen, c'est les États-Unis qui sont derrière, c'est sans doute les kémalistes. Beaucoup de gens ne veulent plus d'Erdogan. Donc cette tentative d'assassinat, elle a très mal vécu. Pourquoi? Parce qu'on a failli assassiner lui, mais sa famille aussi. Donc toutes ces raisons-là ont changé la stratégie d'Erdogan. Et encore une fois, il travaille pour la Turquie. C'est quelqu'un qui est très cohérent. Il a compris, c'est un joueur d'échecs, peut-être de poker, ça dépend de quel point de vue on se passe. Je pense que c'est un joueur d'échecs avant toute chose, qui sait qu'il ne pourra pas emporter la mise s'il n'est pas capable d'avancer ses cartes et d'utiliser les forces en présence. Ce n'est pas une grande puissance, c'est une puissance régionale, mais la question des S-400 achetés aux Russes a été très mal vécu par les Américains qui lui ont fait immédiatement une sanction à la suite de ça. Donc Erdogan joue les rapports de force régionaux. Erdogan sait ce qu'est la Russie, il ne peut pas s'en prendre à la Russie. Erdogan pousse ses cartes en Afrique, c'est vrai, mais il y a un partage de force qui est en train de se faire dans la région et qui fait qu'il joue la carte de la politique en restant à la fois dans l'OTAN, en favorisant sa population et son peuple et la Turquie, en montrant aux Arabes qu'il est un bon dirigeant, un bon gestionnaire, et surtout en montrant aux Russes qu'il n'est plus leur ennemi comme il l'a été à l'époque, comme la Turquie du moins, par Erdogan, la Turquie l'a été. Donc Erdogan n'est pas un cheval de Troie de l'OTAN, Erdogan c'est simplement un cheval de Troie de la Turquie dans la région. Alors après, n'oublions jamais que les États n'ont que des j'allais dire, il n'y a pas d'amitié dans les États, il y a des rapports de force et des rapports d'intérêt. La Turquie a besoin de développer son économie, a besoin de ressources importantes en Afrique et a besoin de montrer, on voit avec l'alliance avec l'Algérie, que c'est un pays respectable. Ils ont commis de graves fautes dans le Moyen-Orient, il faut le rappeler, la Syrie, évidemment, la Libye, et tout un tas de pays comme cela, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Erdogan a repris une position un peu plus équilibrée, beaucoup moins offensive, et il va sur la négociation, ce qui n'est pas le cas des Américains. Donc les Américains vivent très mal ce rapport entre Erdogan qui joue l'allié d'un côté et qui en même temps sert que ses intérêts. On ne peut pas dire aujourd'hui, quand on voit les relations économiques dégradées de la Turquie, qui est clairement attaquée par les Américains, c'est pas le voisin, la voisine, c'est l'Amérique qui attaque l'économie turque, que Erdogan sera un allié indéfectible. C'est un allié de circonstance, il est très utile. Il a été très utile un temps, aujourd'hui il est de plus en plus problématique, et si on a tenté de l'assassiner, c'est certainement pas parce qu'on aime Erdogan, c'est simplement parce qu'on veut jeter l'arme qu'on a utilisée pour détruire la Syrie en l'occurrence, la Libye, et déstabiliser l'Égypte, enfin, quoique l'Égypte, ça reste quand même un allié américain. Donc oui, la Turquie joue son va-tout, joue sa carte du nationalisme turc, mais la Turquie n'est pas, contrairement à l'idée reçue,
un allié indéfectible des Américains. La Turquie est l'allié de la Turquie avant toute chose. Donc c'est ce qu'il faut retenir dans la politique internationale d'Erdogan. Cet homme a le sens de la réelle politique. Je peux avoir 30 secondes? Fabrice, vous avez 3 minutes. C'est beaucoup. Je dirais simplement qu'à l'heure d'aujourd'hui encore, je ne l'ai pas dit que c'était un disciple de l'impérialisme américain. Évidemment, Erdogan est un sanguin. Il a un caractère assez narcissique. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Beaucoup des gens qui sont autour de lui le retiennent souvent. Hein. Faut quand même, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. C'est un allié pas très obéissant, évidemment, parce qu'il se considère comme une puissance régionale. Je vous ai expliqué le néo-ottomanisme et le pantouranisme qui existe, et je vais l'expliquer ici très rapidement, avec un fait réel, concret aujourd'hui, qui démontre toujours qu'il n'est pas devenu l'allié de la Russie. Il faut arrêter. Simplement, il est un peu perturbateur, et les Américains sont habitués à des vassaux qui sont au garde à vous, comme les pays européens, ou même la France, là, on a vu dernièrement, ils sont fait, on va dire, avoir sur les contrats des sous-marins, et puis quelques rotomontades, et puis finalement tout revient dans l'ordre, puisque la France a bien compris que sa position c'était celle de Juno à terre, comme tous les pays de l'OTAN d'ailleurs. Mais non, Erdogan est un peu perturbateur, mais il est perturbateur, mais ça n'empêche qu'il est toujours soutenu par les Américains, même s'il attaque aujourd'hui, ou il attaque quand même un peu moins. Ils l'ont attaqué à une époque, il attaque quand même un peu moins, parce que l'économie qui est attaquée de la Turquie, il n'y a pas que les Américains qui ont attaqué sa monnaie, il y a aussi un problème de gestion économique aujourd'hui. Ça fonctionnait pendant des années, ça ne fonctionne plus aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule raison à cela. Mais je terminerai, la Syrie, s'il était vraiment l'allié des Russes, pourquoi protéger il protège toujours les djihadistes qui avaient été soutenus pendant très longtemps par les Américains directement, même par les Français. Rappelez-vous Fabius, hein, ils font du beau boulot pour Al-Qaïda. Ils les soutiennent toujours. Il envoie toujours des soldats, justement, pour éviter que l'armée arabe syrienne, avec les Russes, reprenne le contrôle de la poche d'Idlib, toujours. Puis je rappellerai l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, il faut arrêter. L'Azerbaïdjan, c'est l'expansion de l'OTAN à l'Est. C'est l'arrivée aujourd'hui même de groupes israéliens d'écoute par rapport justement à certains éléments stratégiques face à l'armée russe et puis face à l'Iran, bien évidemment. Non, il a sa propre agenda, ça c'est une vérité, mais son agenda se recoupe quand même majoritairement avec l'agenda américain, et même s'il y a des quiproquos, ça n'empêche que ça reste toujours la deuxième armée de l'OTAN. Ça n'empêche que là où est présent Erdogan, en Libye, en Syrie, en Azerbaïdjan ou ailleurs, ou en Afrique, il vient toujours derrière l'intervention russe. Il n'y a pas un hasard, ce n'est pas un hasard non plus. Il défend aussi ses intérêts économiques, mais ce n'est pas un hasard qu'il arrive toujours après, quand les Russes arrivent quelque part. Les Turcs sont là, les Américains sont contents, l'histoire continue. On est d'accord sur une chose, c'est que la Turquie n'est pas un allié très docile, puisque les Américains, comme vous le dites, Fabrice Beyor, ils sont habitués à des vassaux qui sont toujours au garde-vous, et c'est le cas des Européens. Merci, messieurs, à vous deux. Un grand merci aussi à Luc Michel qui était avec nous, Morad El-Khattab également qui était avec nous. Gamal, merci. Merci à vous, Fabrice Beyor, et à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette édition spéciale de Géopolitique Internationale. On se retrouve très bientôt sur les antennes d'Afrique Média, la télévision panafricaine. Afrique Média, le monde, c'est nous.